Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Beata Oumou-Biayi-Mérès, vous êtes écrivaine et la première invitée de la saison 3 des dégustations littéraires Cheminer ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandaille et Chignon. Afin de mieux vous connaître, je commence par la question que je pose à tous nos invités. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Puisqu'on est dans le thème des dégustations, je vais parler de choses que j'aime manger, par exemple. J'aime l'ananas, j'aime les cacahuètes, qu'on appelle arachides chez nous, et j'aime tous les gâteaux. Ce que je n'aime pas la viande crue, je n'aime pas tout ce qui est tête de veau, ce genre de... voilà. Et finalement, j'aime quand même beaucoup de choses, donc en termes culinaires, on peut s'arrêter là, oui. Et donc vous avez dit chez nous, c'est où ce chez nous ? Alors chez nous, c'est vrai que j'ai gardé cette expression alors que je vis depuis plus longtemps en France que dans mon pays d'origine, qui est le Rwanda. C'est pavlovien. Quels sont les moments clés de votre expérience d'écrivaine ? Dans la vie ou dans une journée ? Dans votre vie d'écrivaine, quels ont été les moments qui ont été décisifs ou qui ont vraiment marqué votre carrière d'écrivaine ? D'accord. Le commencement tardif, j'ai commencé à écrire à 30 ans passés. J'ai publié mon premier livre qui était un recueil de nouvelles en 2015. Je me rappelle le jour où l'éditrice m'a appelée, la première éditrice qui m'a publié à La Cheminante, qui était une maison d'édition malheureusement qui n'existe plus au Pays Basque. Et j'étais à la maternité, je venais d'accoucher de mon 2e fils et elle m'a dit voilà, j'ai aimé votre livre, je vais le publier. Je lui ai dit est-ce que je peux vous rappeler dans quelques jours ? Ça, c'était un moment clé. Ensuite, le deuxième, je dirais que ça a été de recevoir le prix des 5 continents de la francophonie, parce que c'était vraiment une fenêtre ouverte sur le monde, un beau prix avec un jury composé d'écrivains et d'écrivaines que j'admirais énormément, donc une sorte de reconnaissance des gens du métier. Et ensuite, tout un tas de portes qui se sont ouvertes. Et le dernier moment clé, je dirais que je suis en train de le vivre maintenant, parce que je viens de terminer l'écriture de mon premier récit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'ai écrit que de la fiction ou de la poésie, et que je viens de sauter le pas en écrivant sur une histoire vraie. Une histoire vraie qui vous concerne ? Oui, c'est un témoignage et une réflexion sur justement la valeur et la réception des témoignages. Et on pourra le lire quand ? Il sort le 10 janvier, normalement. Très bientôt. Voilà. Et donc vous avez parlé justement des écrivains et des écrivaines. Est-ce qu'il y a une œuvre, un écrivain ou une écrivaine qui est à l'origine de votre envie de devenir écrivaine vous-même ? À l'origine, non. Je dirais que j'ai décidé d'écrire parce que j'avais envie de témoigner d'une histoire qui est celle du génocide contre les Tutsis du Rwanda, depuis l'intime, depuis l'expérience intime. J'ai toujours lu beaucoup depuis petite. Je dirais plutôt que c'est des auteurs et des autrices avec lesquels j'ai cheminé et qui sont des figures tutélaires. Il y en a plusieurs, c'est très compliqué de choisir. Je ne vous demande pas de choisir. Alors, il y aurait Nadine Gordimer, l'écrivaine sud-africaine, grande autrice de nouvelles notamment. Il y a Audre Lorde, poétesse américaine. Quelqu'un comme Anna Langfuss, qui est moins connue, la première survivante de la Shoah à avoir écrit de la fiction, d'origine polonaise. Et puis tant d'autres. Essentiellement des femmes même. Oui. Voilà. C'est une sororité littéraire comme ça, internationale. Très bien, peut-être on va en reparler tout à l'heure. Le processus d'écriture pour vous, est-ce une allégresse ou une douleur ? Et est-ce un partage ou une solitude ? L'écriture pour moi n'est pas une douleur. Je pense que sinon j'arrêterais. Je pense que ce qui est plutôt... Alors pas une douleur, mais en kikinant, c'est tout ce qui est autour, tout
toute la logistique, l'organisation. Une fois que le livre est écrit, moi je suis quelqu'un qui, jusqu'à présent en tout cas, j'écris vite. Alors je garde le texte longtemps en moi, enfin je le mature, mais quand je me mets sur ma table d'écriture, c'est pratiquement jusqu'à présent à chaque fois le premier jet qui a été pris par les éditeurs et les éditrices. Mais ensuite il y a toute cette longue période qui commence de relecture, de chasse aux cookies, j'en ai plein. Oui, de procéder, de commencer à en parler au repré, etc., qui là est très longue. Mais le moment où je suis sur ma table d'écriture à mon bureau et où j'écris, c'est fluide, et même quand j'écris sur des sujets difficiles, c'est plutôt, alors pas forcément joyeux, mais en tout cas, c'est un moment intense et puissant et que moi j'apprécie beaucoup. Et c'est donc un moment de partage ou un moment de solitude plutôt ? Ah, c'est un moment éminemment où on est seul, évidemment. Surtout que moi, je fais pas beaucoup lire mes textes avant qu'ils soient finis. Finalement, à part mon compagnon, mon mari, qui est mon premier lecteur depuis le début et qui a un regard assez critique parce qu'il est physicien, il n'est pas du tout littéraire, mais voilà, il est chercheur. Mais sinon, je ne fais généralement lire mes textes qu'une fois terminés. Donc je suis très seule. Diriez-vous que votre histoire familiale et personnelle constitue votre principale source d'inspiration et ou motivation dans votre œuvre à ce jour ? Pas la principale, non. Je sais d'où j'écris. Certainement, j'écris depuis mon expérience personnelle. Je pense d'ailleurs que plus que des questions d'identité, ce qui est important, c'est l'expérience, ce qu'on a vécu, et que mon expérience, c'est celle d'être avant tout, à la naissance, une fille, une femme, ensuite d'être métisse. Ça a vraiment marqué mon entrée, la façon dont le monde m'a perçue et dont moi, j'ai ensuite navigué dans le monde. Ensuite, la troisième expérience qui a été fondamentale, c'est celle de survivre au génocide contre les Tutsis du Rwanda. Et ensuite, il y a eu l'expérience de l'exil, de me retrouver à 15 ans en France, originaire d'Afrique subsaharienne. Et puis ensuite, voilà, donc tout ça a nourri certainement mon écriture. Et ensuite, il y a eu... tout ça a été un peu subi quelque part. Et puis finalement, il y a eu aussi d'autres expériences qui étaient de l'ordre du choix, que ce soit mes choix professionnels, puisque j'ai travaillé longtemps dans ce qu'on appelle l'humanitaire, ensuite dans des associations, toujours dans la prévention contre le sida, contre les addictions, contre le suicide. Aujourd'hui, je suis aussi impliquée dans la santé mentale. Et puis des engagements comme, par exemple, le féminisme. Et tout cela... Donc c'est pas uniquement l'expérience familiale, tout cela nourrit mon écriture certainement. Puisqu'on parle de l'écriture, connaissez-vous vos personnages dès le départ ou les découvrez-vous à mesure de l'écriture ? Ah, je les connais. Je les connais parce que alors au départ j'écrivais des nouvelles, donc des textes assez courts où je savais dès le départ, il y avait très peu de personnages. Et quand je suis passée au roman, et pour le moment je n'en ai écrit que 2 finalement, peut-être justement parce que j'entrais dans une forme que je ne maîtrisais pas bien, j'ai adopté une sorte de technique d'organisation qui était celle de mon ancien métier de gestion de projet, où j'ai un plan très précis avec une chronologie, j'ai vraiment... oui, c'est comme un projet pour moi, un livre, donc je connais mes personnages, je sais à peu près où je vais les emmener. Et ensuite, la fluidité de l'écriture peut faire... c'est comme un ruisseau, hein. Je peux leur inventer des choses que je n'avais pas forcément prévues dès le départ, mais moi, je ne fais pas partie de ces écrivains, écrivaines qui vont dire je me laisse emporter par le personnage. Enfin, pour moi, je suis quand même vraiment aux manettes et c'est un peu moi qui leur fais vivre des choses que j'ai décidé soit dès le départ, soit au fur et à mesure du développement qui arrive. Il peut y avoir aussi des choses qui sont... Moi, je vais être influencée pendant mon écriture par des choses de ma vie quotidienne. Dans mon premier roman, Tous tes enfants dispersés, je n'avais pas prévu, par exemple, que la musique joue un rôle. Et le fait que mon fils aîné joue de la musique pendant la journée, quand j'écrivais le week-end, et que je l'entende, eh bien, la musique s'est invitée. Et donc, c'est moi qui ai fait en sorte que mon personnage, le personnage de Stockley, se mette à jouer d'un instrument. Et finalement, ça a pris une grande place. Mais c'est moi qui ai décidé. Donc, quand vous commencez l'écriture, en fait, il y a déjà en amont une grande phase de préparation des personnages, de leur personnalité. Oui. Et puis, donc, vous partez et vous savez déjà où vous allez. Absolument. Et est-ce que vous aimez tous vos personnages ?
Pour le moment, j'ai pas vraiment créé de personnage odieux. C'était ce recueil de nouvelles de David Foster Wallace qui a un titre formidable, je trouve. Bref, entretien avec des hommes odieux. Et quelque part, peut-être qui m'intéressent pas, qui sont déjà tellement présents dans plein d'endroits. En tout cas, j'ai une sorte d'affection pour tous mes personnages. Alors, puisqu'on est dans une bibliothèque, les bibliothèques sont-elles un lieu de ressources pour vous ? Complètement. Non seulement de ressources, mais de ressourcement. Je pense que les Français nés et grandis ici, qui n'ont vécu qu'ici, ne se rendent pas compte de la chance qu'on a en France d'avoir comme ça des bibliothèques sur tout le territoire, ces endroits, avec non pas des vieux livres défraîchis d'il y a 30 ans et 3 DVD qui se battent sur une étagère, mais vraiment une telle profusion d'accès à la culture et des professionnels qui sont là pour accompagner, pour conseiller, pour éveiller. Enfin, c'est quelque chose de vraiment riche et c'est une chance énorme. Les bibliothèques, oui, qui sont de plus en plus gratuites. Qui sont de plus en plus gratuites, ou même quand elles ne sont pas gratuites, ça reste quand même plutôt accessible. Et donc ça veut dire que dans les faits, il n'y a qu'à pousser la porte. Alors bien sûr, il y a tout un travail qui est fait aussi en amont par les enseignants et les enseignantes, parce qu'il y a un tas de familles qui n'ont jamais poussé la porte d'une bibliothèque ou qui ne savent même pas qu'elles existent. Mais en tout cas, oui, c'est un lieu magique, c'est un lieu fondamental, c'est un lieu à défendre, surtout quand la culture est menacée, et c'est toujours la première menacée dans les temps de crise, et je sais de quoi je parle. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, entre autres choses, c'est pour essayer d'aller toucher à l'extérieur des gens qui peut-être n'osent pas rentrer dans la bibliothèque. Vous avez un souvenir peut-être particulier avec une bibliothèque ? J'en ai plein, mais je vais vous parler de la première... Alors c'est pas la première, mais en tout cas c'est une des premières. Alors moi j'ai vraiment eu la chance quand j'étais petite à Butare, qui est la deuxième ville du Rwanda, qui a changé de nom, s'appelle Huye maintenant. Mais c'était une petite bourgade finalement, mais c'était aussi la ville universitaire du Rwanda, qui est un tout petit pays au centre de l'Afrique. Et on avait plusieurs bibliothèques. Et ça c'était assez rare. Il y avait notamment le centre culturel français, alors que souvent il est que dans les capitales, en tout cas à l'époque et encore maintenant. Et donc moi j'habitais quand j'étais adolescente en face du centre culturel français, et j'y passais énormément de temps. Et je me souviens de la première fois où, ayant fait quand même le tour de tout ce qu'il y avait dans le rayon jeunesse, d'être partie chez les adultes, et de la tête qu'a fait le bibliothécaire, qui s'appelait Charles, en me disant mais tu es sûre que tu as le droit de prendre ce livre? Et finalement il m'a laissé le prendre, et je n'ai rien compris, c'était Proust. Écoute, c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Vous partagez avec Gaël Faye, que vous connaissez bien sûr, lui aussi écrivain, au moins une partie de votre histoire et parcours. Vous avez d'ailleurs déjà partagé la scène avec lui. Son livre Petit Pays a fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé du film ? Alors moi j'avais beaucoup aimé le livre. C'est vrai que Gaël, on est tous les deux métis, moitié rwandais. On a une vie très différente finalement, parce qu'il est né, il a grandi au Burundi, et puis il est plus jeune que moi, mais de quelques années, mais quand on est enfant c'est très important. Lui a grandi avec son papa français, moi j'ai été élevée par ma mère seule. Donc je pense que nos expériences d'enfance sont assez différentes, si ce n'est quand même le métissage et d'arriver en France en étant métisse. Et Petit Pays, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et le voir adapté au cinéma, j'ai trouvé que ça a été réussi. Je sais qu'il a été assez impliqué finalement. Alors le film a été non pas tourné au Burundi où se passe le livre, mais au Rwanda, dans la ville de Gisenyi, qui est au bord du lac Kivu. Et je trouvais que les enfants étaient bluffants, ceux qui jouent le personnage de Gabi, et puis les copains de... Vous avez reconnu les décors et tout ça ? Son roman se passe au Burundi, à Bujumbura, qui est le pays voisin du Rwanda, le Burundi, que je connais très peu. Moi, je ne suis allée que 2 fois, et notamment
En 94, j'y suis passée en fouillant le génocide contre les Tutsis. Donc, si je suis un peu puriste, je dirais, moi j'ai reconnu le Rwanda. D'accord. Oui, j'ai reconnu Gisenyi, mais pour les gens qui sont en France, on ne fait pas la différence et ça résonne très juste. Et je pense que cette nature luxuriante dans laquelle il a grandi, c'est la même dans les deux pays. Donc. Alors votre livre, Consolé, aborde des thématiques très actuelles comme l'immigration post-coloniale et les relations entre générations. C'est aussi une histoire de femmes au pluriel. Aimeriez-vous le voir adapté au cinéma ? Y avez-vous pensé en l'écrivant ou par la suite ? Alors j'y ai pas du tout pensé, je n'écris vraiment pas en pensant cinéma. Je vais assez peu au cinéma, même si quand j'y vais, je suis toujours, la plupart du temps, impressionnée et contente de ce que je vois, mais c'est bon, après c'est mon organisation familiale mais non, j'ai pas du tout pensé. Et dire que je le souhaite, je sais pas, parce que je trouve que c'est un vrai travail de passer d'un roman à la toile. Moi je travaille la langue en fait, pas l'image, même si l'image, pour moi, j'ai envie que les lecteurs et les lectrices aient des images assez fortes comme ça d'endroits. Et je vois plus mes livres peut-être illustrés que au cinéma, mais si un jour ça tente quelqu'un, moi, je serais ravie. Quel est le dernier livre que vous avez lu et qui vous a particulièrement marqué ou touché, et pourquoi ? Alors moi, je suis pas du tout dans l'actualité de la rentrée littéraire. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre, je pense, de la rentrée littéraire 2022. C'est un roman de Gaël Josse qui s'appelle La Nuit des Pères. C'est un tout petit roman comme ça, avec un personnage de femme qui a la quarantaine ou la cinquantaine, dont le père est en train de mourir. Et c'est une petite cellule familiale comme ça, une sœur, un frère et un père qui est atteint de maladie d'Alzheimer d'ailleurs, donc ça faisait écho à Consolé. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce personnage de père qui a été très très dur avec ses enfants et où on se rend compte qu'il porte en lui un traumatisme qui est celui d'avoir fait la guerre d'Algérie, de ne pas avoir pu en parler. Et ça m'a parlé parce que je suis formatrice premier secours en santé mentale par ailleurs. Et il y a toujours un moment où je parle de psychotrauma avec les stagiaires et je leur dis toujours, vous savez, c'est pas parce qu'une guerre est terminée que la guerre est terminée, et qu'ensuite c'est tout ce que les soldats, les victimes civiles gardent en eux comme traumatisme, ça se transmet de génération en génération si ça n'est pas pris en charge. Alors le mois d'octobre est entre autres choses celui du prix Nobel de littérature. Un mot sur les deux derniers lauréats, donc la française Annie Ernaux en 2022 et le norvégien John Foss pour cette année 2023. Annie Ernaux, je l'ai rencontrée quand j'avais peut-être 20 ans en étant étudiante en sciences politiques avec un professeur de sociologie politique qui nous l'a fait lire. Et moi, ça a été une rencontre fondamentale parce que je suis moi-même une transfuge de classe et qu'elle mettait exactement les mots sur ce que j'avais vécu venant d'un milieu populaire et ayant été dans des écoles pour enfants de riches et évolué dans un milieu bourgeois qui n'était pas le mien d'origine. Par ailleurs, ses engagements féministes me parlent forcément, évidemment. D'ailleurs, mon tout premier livre, j'ai mis en exergue un extrait de Les années de Annie Ernaux. Donc, elle est là depuis le début. Jon Fosse, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas vu ses pièces. Le hasard fait juste que j'étais invitée l'année dernière au Festival international de littérature de Bergen en Norvège. Et donc je l'ai juste croisé dans les couloirs, mais je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir son œuvre, donc, parce qu'il habite à Bergen, dans cette ville assez incroyable de Norvège. Voilà, c'est très bien. Je pense que quand c'est des gens... Et je crois que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un dramaturge lauréat du prix Nobel. Et je trouve que c'est bien justement de pouvoir faire connaître des auteurs en dehors de la littérature. Est-ce que ça peut vous influencer ? Allez-vous vous intéresser à ce qu'il a pu produire ? Je ne suis pas quelqu'un qui lit les gens parce qu'ils ont eu des prix. Mais plus parce que si quelqu'un me dit, s'il y a des pièces, j'ai la possibilité de les voir, je les verrai, mais même si c'est quand même la consécration ultime en littérature. Alors pour terminer, 3 mots pour décrire votre livre Consolé. Mémoire, métissage, transmission. Et pour reterminer, 3 mots
si vous voulez bien, sur votre prochain livre dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est bien, comme ça je commence à en parler. Archives, réappropriation du récit, mais génocide. Il y a un titre déjà ou... Le convoi. Le convoi. Bien, merci. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.